suivante. Du coup, moi je vais vous parler, je vais vous présenter le business plan. Qu'est-ce qu'un business plan, c'est déjà une présentation de projet, ça permet de voir si le projet peut être viable, et vous avez l'ensemble des parties prenantes dans ce business plan. Ce business plan, il doit être présenté d'une manière que vos interlocuteurs puissent connaissent, et il est important plus ou moins de respecter un petit peu les fondamentaux d'un business plan. La raison d'être, l'objet de l'entreprise, forcément, vous allez présenter pourquoi vous souhaitez créer l'entreprise, pourquoi vous souhaitez reprendre une entreprise, quelles sont vos motivations. Ensuite, dans le business plan, alors tous ces points-là, on va les détailler tout à l'heure. Là c'est juste pour vous résumer un petit peu ce qu'on doit mettre dans un business plan. Point important, c'est l'équipe qui va créer, qui va reprendre une entreprise. Un point très important, on va s'attarder un petit peu sur ce point-là, pour vous dire que c'est souvent un point qui est peu mis en avant dans les business plans, et c'est un point très très important, notamment pour les interlocuteurs bancaires. Ensuite, dans un business plan, on va y retrouver une étude de marché. Une étude de marché, on le verra tout à l'heure, c'est une analyse de la clientèle, une analyse de la concurrence, une analyse du territoire géographique où vous allez vous implanter. Ensuite, suite à cette étude de marché, on va définir une stratégie tarifaire, une stratégie d'acquisition client. Pareil, on rentrera dans le détail tout à l'heure. Et ensuite, toute la partie financière et juridique qui va découler de tout ce qu'on a vu avant. Quand on commence à mettre des chiffres sur un projet, sur un business plan, avant, il y a des étapes à respecter, comme la partie marché, client, concurrence à étudier. Et la partie juridique et financière, on va pouvoir démontrer quel statut juridique on a choisi pour créer une entreprise, et on va regarder est-ce que mon entreprise peut être viable, et notamment quel chiffre d'affaires on va faire, et quelles sont les charges de l'entreprise, mais je vais rentrer dans le détail tout à l'heure. Les objectifs d'un business plan, à quoi ça sert? Déjà, c'est évaluer le potentiel de l'entreprise. Ensuite, planifier les ressources, et qu'est-ce que j'ai besoin pour pouvoir créer mon entreprise. On va le voir aussi, c'est comment aussi je les finance en face. Est-ce que j'ai les finances pour pouvoir couvrir les besoins que j'ai? Ça permet également d'anticiper les risques. Une fois que vous êtes créé, l'idée c'est d'avoir bien étudié votre projet avant pour ne pas être pris au dépourvu au démarrage de l'entreprise. Donc ça, c'est important de pouvoir mener à bien votre réflexion sur votre projet, d'écrire votre projet dans un business plan pour, une fois l'entreprise lancée, avoir pu étudier toutes les hypothèses, et avoir pu étudier la concurrence, etc. Et un business plan, c'est surtout pour convaincre les partenaires du projet, les partenaires financiers, vos associés, si vous avez des associés, etc. Suivant. Donc, pourquoi on va le réaliser? Je l'ai dit tout à l'heure, pour formaliser le projet, voir si le projet peut être viable, peut être pertinent, voir la faisabilité du projet. Est-ce que j'ai suffisamment de ressources et d'apports pour pouvoir financer mes besoins? Est-ce que mon idée de projet de création, est-ce qu'il peut être viable par rapport aux chiffres indiqués? Est-ce que je peux m'en dégager telle ou telle rémunération, etc. Pareil pour une reprise. Formaliser un business plan pour une reprise d'entreprise, voilà, et ça permet d'étudier également l'entreprise reprise, les clients que l'entreprise a, le carnet de commandes, etc. On va construire des hypothèses, planifier et bâtir plusieurs scénarios, optimistes ou pessimistes. Alors c'est surtout sur la partie prévisionnelle, sur la partie chiffrée. On
on va avoir différents points de vue en fonction des acteurs qui vont étudier votre business plan. Et il va falloir prévoir tous ces petits scénarios de construction, notamment du prévisionnel et du chiffre d'affaires. Voilà. Est-ce que j'ai prévu un chiffre d'affaires un peu plus optimiste, essayer de faire la même chose de façon pessimiste pour voir un peu au minimum qu'est-ce que je dois faire et voilà mon objectif pour me dégager tel ou tel revenu. On verra tout à l'heure. Le point principal, c'est convaincre les partenaires bancaires. Un business plan, c'est indispensable pour aller chercher des financements. Chaque acteur bancaire ou même pour aller chercher des aides, des prêts d'honneur qui puissent exister, il va falloir venir en rendez-vous avec un business plan construit. Et un business plan, c'est pas que des chiffres, c'est une présentation de projet comme on l'a vu tout à l'heure et une présentation chiffrée. Et ensuite, c'est votre premier outil de communication. En construisant votre projet, votre business plan, vous allez peut-être voir vos futurs clients en allant étudier la clientèle. Vous allez et en étudiant le secteur géographique que vous allez où vous allez vous implanter, vous allez commencer à faire un petit peu votre prospection. Donc pour qui on le réalise? Bon, on se répète, mais c'est principalement pour vous, pour essayer de poser votre projet. Vous l'avez souvent dans votre tête, mais le fait de l'écrire, c'est important, ça permet de le poser. Pour vos associés, si vous avez des associés également. Banques, investisseurs, comme on a dit tout à l'heure. Certains fournisseurs peuvent vous le demander en fonction des projets que vous avez. Et tout ce qui est institution, tout ce qui est toutes les aides et les financements que vous pouvez aller chercher. Donc, un business plan, déclination concrète, opérationnelle et chiffrée du business model. Souvent, les gens parlent de business model, de business plan. Un business model, c'est quel chiffre d'affaires je vais faire, qu'est-ce que l'entreprise va me dégager en revenus, etc. Un business model, c'est purement financier, alors qu'un business plan, c'est d'une manière générale, on va vraiment présenter dans le détail toute l'entreprise. Donc, il n'y a pas que dans le business plan, on va aussi décrire le business model, comment je vais faire pour gagner de l'argent et comment je vais faire pour faire du chiffre d'affaires. Alors, maintenant, on va s'attarder sur le contenu et la manière dont on construit le business plan. Alors, déjà, dans un premier temps, quels sont les éléments indispensables d'un business plan ? Alors, il n'y a pas de modèle type, mais clairement, il y a quand même une méthodologie à suivre de manière, effectivement, à essayer de ne rien oublier. Alors, dans un premier temps, au début du business plan, il y a souvent ce qu'on appelle un executive summary, terme anglo-saxon pour dire c'est 1, 2, 3 pages grand maximum qui permettent un petit peu de résumer le business plan qui va venir ensuite et surtout qui va donner envie aux personnes que vous aurez en face de vous de lire ce business plan. Donc un sommaire, tel qu'on vient de le faire également au début de cette intervention. Ensuite, en général, on commence par l'équipe. Voilà. Qui êtes-vous ? Est-ce que vous allez démarrer votre aventure professionnelle seul ? Et si ce n'est pas le cas, est-ce que vous allez avoir des associés, des salariés dans un premier temps ou pas ? Voilà, c'est la cohérence, quelque part, homme-projet ou femme-projet. C'est voilà, qui êtes-vous et est-ce que vous êtes légitime en fait pour ce projet-là de création ou de reprise, ou au contraire, est-ce que c'est une reconversion professionnelle ? Est-ce qu'il s'agit d'un projet de vie ? Voilà, c'est clairement, c'est vous et nous, banquiers notamment, on a besoin d'en savoir plus sur cet aspect-là parce qu'en fait, la réussite d'un projet, ou l'échec quelquefois, mais la réussite d'un projet, ça tient quand même énormément en la personne. Ouais, je confirme, 50% d'une décision bancaire va se faire sur le futur chef d'entreprise. C'est vous qui allez porter le projet, donc il y a forcément tout le contenu du business plan qui va être étudié, mais c'est d'abord vous qui allez porter le projet. Donc
C'est important dans votre business plan, ne mettez pas qu'un CV, d'avoir une vraie présentation de votre part. Et pour être bon chef d'entreprise, il y a 3 points importants. Et justement, il va falloir les décliner dans ce business plan, dans votre présentation. Premier point, c'est la technique du projet. Est-ce que j'ai de l'expérience? Est-ce que j'ai eu des formations, etc. Alors en cas de reconversion, est-ce que j'ai fait des stages? C'est possible. Le commercial, comment je vais faire pour aller chercher mes clients? Comment je vais faire pour vendre? Et la partie gestion. Chez l'entreprise, c'est technique, commercial, gestion. Donc dans vos expériences, dans vos formations, mettez en avant les points clés sur ces points-là, c'est important. Et rien que, alors vous n'êtes pas forcément sur ces 3 points-là des connaissances, mais rien que la partie commerciale, savoir bien vendre votre projet, bien expliquer son projet, d'avoir un business plan très clair devant le banquier, voilà, ça prouve que la partie commerciale peut être présente. Pareil pour la partie gestion, savoir bien expliquer ses chiffres, c'est déjà un point essentiel devant les différents partenaires. Alors, donc après l'équipe, c'est le projet. Voilà. Quel est votre projet? Est-ce que c'est une idée qui a mûri pendant plusieurs mois ou plusieurs années? Quelle motivation vous avez à porter ce projet? Et quels sont aussi vos atouts pour réussir? Voilà. Qu'est-ce qui fait que vous avez en fait des atouts indéniables pour la réussite de votre projet? Ensuite, c'est la partie économique. C'est voilà, votre projet il consiste en quoi? Quelle est l'activité? Est-ce que c'est une activité plutôt de niche, ou alors est-ce que c'est une activité au contraire qui a plutôt le vent en poupe? Mais là, par contre, comment vous allez vous démarquer par rapport à d'éventuels concurrents? Donc, quels sont les produits que vous allez développer, que vous allez vendre? Comment vous allez vous démarquer? Les services? Quelle va être votre clientèle? Est-ce que votre clientèle va être une clientèle de particuliers ou alors plutôt de professionnels? Donc ça aussi, c'est important de le déterminer. En conclusion, il faut que vous ayez fait une véritable étude de marché pour valider la faisabilité de votre projet économique. Ou au contraire, pour peut-être y apporter des modifications grâce à cette étude de marché. Alors après, c'est en fonction aussi des projets que vous avez. Cette partie économique peut être plus ou moins importante. Je veux monter mon entreprise de plomberie. C'est un secteur en fort développement. On sait qu'il y a, sur ce secteur géographique, il y a peu de concurrents. L'étude de marché n'a pas besoin d'être très fournie, mais on va plutôt mettre l'accent sur la partie expérience, partenaire, etc. Donc, en fonction des projets que vous avez, certaines parties peuvent être plus ou moins importantes, mais c'est important de faire cette démarche. Étudier la concurrence, même si on est un artisan, c'est, je ne sais pas, demander à de la famille de faire venir quelqu'un pour demander un devis, de faire venir un concurrent pour demander un devis, pour voir comment il réagit. Est-ce qu'il met 2 semaines, 3 semaines pour déjà voir le futur chantier, quand il est en rendez-vous, comment il réagit, est-ce qu'il ajoute des services à sa prestation, quels sont ses tarifs, quelle est sa durée d'intervention, etc. Ça vous permet d'étudier un petit peu cette concurrence ou des confrères. Quand je parle de confrères, c'est des concurrents, mais dans une autre région, donc vous n'êtes pas vraiment concurrent. Je veux créer un magasin sur Rennes avec un style spécifique. Et tiens, il y a ce magasin sur Nantes. Je vais aller regarder, je vais aller étudier quel type de clientèle vient. Je vais aller discuter avec le chef d'entreprise. Et ce qui est important également, et ce que dit Emmanuel, c'est que cette étude de marché, en fait, ne doit pas rester trop lointaine et trop macroéconomique. On doit vraiment être sur du pratico-pratique et sur une étude de marché terrain. Ensuite, donc, la partie financière. Donc, la partie financière, c'est on va parler chiffres. Et là aussi, vous devez être capable de parler chiffres. Ce n'est pas l'expert comptable qui fait le prévisionnel. C'est vous qui le faites avec l'appui de l'expert comptable. Donc, ça veut dire qu'il faut que vous soyez capable d'en parler, notamment auprès du banquier, de déterminer vos besoins. Voilà, concrètement, donc là, on parle de plan de financement. Concrètement, en fait, vous avez besoin de quoi pour vous lancer? Et
le pendant de ça, c'est comment vous allez les financer. Est-ce que vous avez de l'apport? Comment il est constitué? Est-ce que, autrement, vous pouvez faire appel, je ne sais pas moi, à des prêts d'honneur, à des choses qui permettent quelque part de consolider votre plan de financement. Et après, il y a la partie juridique également, à laquelle il faut s'intéresser. C'est, voilà, vous voulez vous lancer, mais comment vous allez vous lancer? Est-ce que vous allez choisir un statut d'auto-entrepreneur au départ? Est-ce que, au contraire, vous allez vous lancer en entreprise individuelle au démarrage, ou vous avez l'intention plutôt de faire une personne morale, une SARL, parce que vous êtes deux, par exemple, et que du coup, c'est obligatoire quasiment, lorsqu'on est plusieurs associés, de créer une SARL. Et qui dit plusieurs associés, dit aussi forcément risque associatif. Et là, le banquier, comme tous les intervenants, vont vous en parler. Voilà, concrètement, comment vous allez vous répartir les rôles et qu'est-ce qui se passe si, à un moment donné, vous n'êtes pas d'accord sur la stratégie. Et donc là, il va falloir effectivement déterminer un pacte d'associés qui va déterminer en fait la vie de l'entreprise du début jusqu'à une éventuelle séparation. Alors, donc comment élaborer ce plan d'affaires? Alors, ce qui est important, c'est la clarté et la cohérence du business plan. Donc, d'abord dans la définition du projet, donc présentation de l'offre. Donc là, tout dépend des projets. Il y a des projets, effectivement, où l'offre, elle est assez simple à expliquer. Au contraire, il y a des projets où on est sur des marchés de niche, on est sur des projets un petit peu avant-gardistes, où là, effectivement, vous devez avoir la capacité d'expliquer aux différents intervenants quel est votre projet et comment vous allez le déterminer. Pour les projets innovants, soyez clair dans votre présentation. En face, les partenaires voient tout type de projet et n'ont pas une connaissance spécifique sur un secteur d'activité. Donc, soyez clair dans votre présentation, c'est un point important. On en a eu souvent des projets innovants. Et, oui, mais je vous ai, c'est assez compliqué mon activité, donc on va passer aux chiffres et ça, c'est un point très négatif, quoi. Donc voilà, votre projet, à quoi il sert, est-ce qu'il est original ou pas, comment il se différencie, et l'équipe, voilà, les fondateurs, est-ce que vous allez avoir des salariés, comment vous allez les manager, est-ce que vous avez déjà managé des gens, la légitimité, je pense aussi à des projets de couple qui arrivent quelquefois. Oui, un projet de couple, ça veut dire que vous allez non seulement vivre ensemble les week-ends et puis les soirées, mais aussi travailler ensemble pendant la journée. Donc, il faut en avoir pris conscience et il faut effectivement se dire, voilà, comment on va se répartir les rôles. Est-ce que vous l'avez déjà fait dans une activité antérieure, le fait de travailler avec votre conjoint? Je vais revenir sur la différenciation de votre projet, c'est un point aussi important. C'est essayer de toujours parler avantage concurrentiel. C'est pourquoi le client va venir chez moi ou va prendre mes services. Vous avez plein de concurrents, les gens ne vous ont pas attendu avant de vous installer. Les clients vont déjà chez vos concurrents. Donc, avantage concurrentiel, en étudiant bien votre concurrence, vous allez pouvoir présenter votre projet de manière à parler toujours avantage. Qu'est-ce qui va faire que le client va venir chez moi? Est-ce que c'est un service complémentaire? Est-ce que c'est un emplacement très bien placé? Est-ce que c'est une question de tarif? Je suis moins cher? Est-ce que je suis plutôt sur du haut de gamme avec une grosse tarification, mais c'est du haut de gamme, donc les gens viennent pour de la qualité. Avantage concurrentiel, c'est pas forcément que le tarif qui est moins cher, c'est du haut de gamme, etc. Donc en étudiant ma clientèle, c'est ce qui va aussi vous permettre d'identifier vos produits, vos services que vous allez vendre, et vous allez, voilà, en présentant vos produits, vos services, toujours essayer de parler avantage concurrentiel. Donc, après avoir détaillé l'offre, on va s'attarder un petit peu au marché, donc avec l'analyse du marché, donc les tendances, les perspectives, les clients potentiels, quelle est la
l'état du marché aujourd'hui, les concurrents et le positionnement de l'entreprise. Donc si je voulais donner un exemple aujourd'hui sur le marché, quelqu'un qui viendrait me voir aujourd'hui pour me dire « Tiens, je souhaite créer une agence immobilière », je regarderai le dossier avec beaucoup de recul. Voilà, clairement, aujourd'hui, le marché de l'immobilier, il est quand même en difficulté, il est en train de se tasser. Voilà. Est-ce que c'est le bon moment aujourd'hui pour se lancer dans la création d'une agence immobilière? Je n'aurais pas dit ça il y a 3-4 ans. Aujourd'hui, je me pose la question. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'on n'ira pas, mais ça veut dire qu'il y a quand même un signal d'alerte qu'il faut quand même, dont il faut tenir compte. Ensuite, la mise en œuvre opérationnelle. Donc, quelle stratégie marketing, quel plan d'action commercial je vais mettre en œuvre, la production, la logistique, les étapes de développement et les objectifs. Alors ça, le plan d'action, c'est quelque chose qui n'est pas très inné. Et c'est vrai que lorsqu'on voit des porteurs de projets, souvent, ils ne sont pas très avancés sur cet aspect. Voilà, comment je vais faire pour me faire connaître, quel plan d'action commercial je vais mettre en œuvre. Voilà, en général, les porteurs de projets ne sont pas très à l'aise là-dessus. Donc, il y a une vraie préparation à avoir en amont du porteur de projet. Aller effectivement tester son produit. Alors, pas que auprès de sa famille, parce que sa famille sera forcément bienveillante. Mais voilà, testez votre produit, testez ce que vous voulez faire, de manière à vous présenter effectivement, notamment devant le banquier, où le banquier il aura vraiment eu l'impression que le projet il a déjà été testé et quelque part le démarrage va se faire assez rapidement. Sur cette partie-là, n'hésitez pas à mettre du coup toute la partie partenaire que vous avez, partenariat. C'est la partie un peu stratégique, plan d'action commerciale. C'est les réseaux que vous avez. C'est un point très important, c'est le réseau. Vous n'êtes pas tout seul, vous avez peut-être des chefs d'entreprise qui vous accompagnent pour vous accompagner. Vous avez des futurs partenaires avec qui vous allez pouvoir travailler, etc. Mettez sur cette partie-là toute la partie réseau, toute la partie accompagnement, parrain de chefs d'entreprise. Ça, c'est très important. Pareil, souvent dans les business plans, on va retrouver quelles sont les actions commerciales que je vais mettre en place ou de communication. Création d'un site internet, flyers, etc. Sans trop d'explications. Et ça, oui, ok, ça, nous on veut savoir pourquoi vous créez un site internet. Est-ce que c'est un site internet vitrine? À quoi il va vous servir? Les flyers, voilà, tout le monde en fait, etc. Donc voilà, essayez d'expliquer quelle stratégie vous avez. Et oui, c'est souvent un point un peu plus faible dans les dossiers, cette partie un peu commerciale et communication, parce que forcément, on n'est pas tous, on n'a pas tous été formés ou eu de l'expérience dans ce domaine. Et enfin, dernier point, donc les données financières. Donc j'en ai déjà un petit peu parlé, avec le plan de financement, les besoins, les ressources, le prévisionnel, évidemment. Alors j'allais dire plutôt les prévisionnels, parce que vous avez le prévisionnel d'activité, mais aussi le prévisionnel de trésorerie qui est important pour voir effectivement sur la première année où est-ce que vous allez aller en termes de trésorerie mois par mois, et peut-être avez-vous des besoins de trésorerie, et à ce moment-là, si c'est le cas, il faudra bien les financer au démarrage. Et enfin, les annexes. Alors, donc tout ça, vous voyez, on est parti de la stratégie au plan opérationnel avec d'abord donc le marketing. C'est un petit peu une redite de ce que j'ai dit, mais voilà, le produit, le prix, la distribution, la com, le commercial, voilà, le canal de vente, donc comment je vais faire pour vendre mon produit, les partenariats, Emmanuel l'a évoqué, la logistique, comment je vais faire concrètement, l'approvisionnement, le transport, la qualité, le capital humain, management, organigramme, recrutement, voilà, est-ce que j'ouvre un resto, moi je suis plutôt en salle, mais par contre il va falloir que je recrute un cuisinier, est-ce que j'ai déjà un cuisinier qui est prêt à me rejoindre dans mon aventure, donc ça aussi c'est important. Et enfin les finances, voilà, le plan de financement, le prévis, et comme je l'ai dit, donc l'aspect trésorerie qui est important. Alors, quelles sont les erreurs les plus fréquentes? Première erreur, c'est quelquefois l'absence d'analyse concurrentielle.
Voilà, cet aspect-là, il passe un petit peu à l'as quelquefois, ou alors les porteurs de projets disent « ouais, mais j'ai pas trop de concurrents, moi dans ma commune, j'en ai pas ». Et voilà, donc cet aspect-là, voilà, il faut bien l'étudier. Et alors quelquefois, ça peut être de la concurrence indirecte d'ailleurs, mais voilà, c'est un élément important, c'est quels sont mes concurrents et quels seront mes futurs concurrents. C'est vrai qu'on le dit comme erreur, mais on le voit hein, régulièrement. Je prends l'exemple, hein, je vais créer une pizzeria là, dans une commune. Moi, j'ai pas de concurrent moi sur ma commune. Non, j'ai pas de concurrent. Les gens vont venir, voilà. J'ai pas de pizzeria, il y a pas de pizzeria. Ouais, mais il y a une crêperie, il y a un restaurant ouvrier. Mais le client, s'il mange pas chez vous, il va pas manger tous les midis une pizza. Il a le choix entre une pizzeria et une crêperie, donc c'est un vrai concurrent, d'accord. Donc, voyez concurrence, aller plus loin dans la concurrence indirecte notamment. Ensuite, deuxième erreur, c'est quelquefois, il y a une sous-estimation des frictions de l'environnement. Donc, friction de l'environnement, ça peut être par exemple, lorsqu'on est en couple avec quelqu'un, voilà, quelles vont être les conséquences en fait, de mon projet sur ma vie perso. Et c'est super important quand même, parce qu'en fait, les deux sont liés. Le projet va marcher parce que le perso va marcher. Et le perso va marcher parce que le pro va marcher aussi. Les deux sont vraiment très liés. Réaction des concurrents également, parce que l'analyse concurrentielle n'a pas été faite. Et puis, évidemment, la lenteur au démarrage, parce qu'en fait, les prévisionnels, ils sont faits tels qu'ils sont faits, c'est-à-dire avec un chiffre d'affaires divisé par 12, mais dans la vraie vie, ça ne se passe pas comme ça. Et puis les prévisionnels aussi, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que tous les prévisionnels disent que ça va marcher. Moi, je n'ai jamais vu de prévis qui disait que ça allait se casser la figure dès la première année. Et pourtant, dans la vraie vie, ça arrive. Donc, important effectivement d'appréhender ça, et notamment la lenteur au démarrage. C'est-à-dire que le chiffre d'affaires du premier mois, ça ne va pas être le chiffre d'affaires annuel divisé par 12, notamment sur de la création. Parce que c'est le temps de se lancer, le temps de se faire connaître, et le démarrage, quelquefois, il est plus lent que ce qu'on pensait. Un optimisme exagéré également, voilà, donc une sous-évaluation du besoin en fonds de roulement. Alors ça, c'est un grand classique, hein. C'est vrai que la ligne, dans le plan de financement, la ligne trésorerie, elle est souvent, dans le pire des cas, totalement occultée, et dans le meilleur des cas, très minorée. Mais voilà, c'est important quand même d'appréhender cet aspect BFR au démarrage. Souvent, on se dit, je vais emprunter le moins possible hein, pour éviter les risques, etc. En empruntant le moins possible, on va réduire au maximum la trésorerie. Et si c'est un peu plus long que prévu, si la trésorerie n'a pas été prévue, si elle a été un peu sous-estimée, refinancer au bout de 6 mois, au bout de 3 mois, ça sera beaucoup plus compliqué de demander au démarrage. Hein. Donc vraiment prévoir une trésorerie, la trésorerie nécessaire au démarrage de l'entreprise. Après, autre erreur, c'est quelquefois des incohérences entre les hypothèses et la stratégie. Et puis, dernière erreur, c'est une présentation trop comptable, et du coup pas assez terrain. Donc ça aussi, c'est important de... voilà, le chiffre d'affaires, ça représente, si on reprend l'exemple de la pizzeria, ça représente combien de clients par jour, le midi, le soir, quel ticket moyen. Voilà, tout ça, c'est important de le détailler. Donc la partie économique du business plan, je vais vous présenter quelques petits tableaux du business plan. Suivant. Donc, un prévisionnel, donc c'est plein de tableaux financiers hein, à caractère comptable. Un prévisionnel, c'est une articulation entre le business plan et le prévisionnel. Hein. L'idée, c'est quand un créateur vient me voir, est-ce que vous pouvez me faire un prévisionnel j'ai telle activité. Avant, je vais lui poser toutes ces questions. Est-ce que vous avez, c'est quoi un peu votre offre? Est-ce que vous avez étudié la clientèle? C'est quoi vos tarifs, etc. Pour travailler sur un prévisionnel, il va falloir avant passer par les étapes du business plan qu'on vous a présenté. Donc c'est vraiment une articulation de la stratégie. On veut l'avoir de manière chiffrée. Le format, c'est une dizaine de pages de prévisionnel avec plusieurs tableaux que je vous présenterai tout à l'heure. Donc un business plan dans sa globalité doit faire avec les 10 pages de prévisionnel. Avant, vous avez à peu près une dizaine de pages
de présentation de projet. Je vous dis, c'est une moyenne en fonction des projets. Hein, peut-être qu'en 3-4 pages de présentation de projet peuvent suffire en fonction des projets que vous avez. Donc le prévisionnel, ça permet de valider la faisabilité financière et clarifier la dimension et l'évolution possible du projet. Un prévisionnel, on le fait sur 3 ans. Hein, donc on doit prévoir l'évolution après la première année et après la deuxième année. Hein, ça, c'est important. Et pareil, cette évolution, il va falloir l'expliquer aux différents lecteurs de ce prévisionnel. Ça va permettre d'identifier les besoins, on a parlé tout à l'heure, hein, les besoins de financement de la période des 3 premières années. Et on va adapter la recherche de financement aux besoins qu'on a. Je vais vous rentrer dans le détail ensuite des différents tableaux où on va aller chercher les besoins du projet et comment on va aller chercher les ressources pour financer ces besoins. Et c'est pour aussi améliorer ses connaissances en gestion, on l'a dit. Hein, bon, chez l'entreprise, c'est la partie gestion. Donc, une bonne connaissance du prévisionnel, hein, comme l'a dit tout à l'heure Jean-Philippe, on est vraiment sur un point très important de bien connaître ces chiffres. Vous allez faire le prévisionnel avec votre cabinet comptable. On le travaille ensemble. Hein, ce n'est pas votre cabinet comptable qui va faire le prévisionnel. Avant d'être dans un cabinet comptable, hein, je travaillais pour notamment Initiative ou la CCI. Un entrepreneur sur 2 qui venait me voir pour demander un financement, quand je leur posais la question « Comment vous avez construit votre chiffre d'affaires ?», un entrepreneur sur 2 n'était « Je ne sais pas, c'est mon comptable, vous savez, moi les chiffres ». Voilà, c'est un peu rédhibitoire. Donc, une bonne connaissance des chiffres, c'est très important. Donc, travaillez-le avec le comptable. C'est pas lui qui va le faire, ça. Donc, bon, importance pour les lecteurs. Hein, sur 3 ans, ça permet de comprendre la dimension du projet, d'évaluer les atouts économiques et de mesurer la partie risque. Donc, je rentre dans le détail. Premier tableau important, c'est le plan de financement, tableau de financement. Là, vous allez définir tous les investissements dont vous avez besoin au démarrage de l'entreprise. Les investissements dont vous avez besoin, c'est je démarre, ça y est, je suis au premier jour, j'ai investi dans plusieurs domaines et il va falloir les intégrer dans le plan de financement. J'ai besoin d'acheter du matériel, j'ai besoin d'acheter un véhicule, j'ai besoin de créer un site internet. J'ai besoin d'acheter du stock, j'ai besoin d'un peu de trésorerie et démarrage. Voilà, on parle d'investissement et donc j'ai besoin pour mon projet de 50 000, de 100 000 euros pour pouvoir le démarrer sereinement. Et du coup, en face, de l'autre côté, comment je vais le financer? Donc c'est mes ressources. On a les besoins, en face les ressources. Quel apport je vais mettre dans mon projet? Et quel financement je vais aller demander pour financer le reste de mes besoins. Est-ce que c'est des financements bancaires, des aides, des subventions, des prêts d'honneur? Donc le plan de financement doit être équilibré. J'ai un besoin de temps pour démarrer. Et en face, je vais adapter mes ressources pour financer mon besoin. Là, c'est un premier tableau qui peut vous dire est-ce que j'y vais, est-ce que je continue ou est-ce que j'y vais pas dans mon projet? Ah tiens, j'ai évalué mes besoins à 200 000 euros. Par contre, mais mon apport est un peu juste, j'ai 2-3 000 euros d'apport. Est-ce que c'est réaliste d'aller chercher quasiment les 200 000 euros d'emprunt pour 2 000 euros d'apport? Là, tout de suite, c'est un point qui peut être bloquant, ou alors on continue, je stoppe ou je continue. En moyenne, il va falloir que vous ayez autour de 20% d'apport. Alors, c'est en fonction des projets. Il y a des projets qui vont peut-être en demander un peu moins, 15, d'autres un peu plus, 25-30. Voilà, c'est une moyenne d'apport dont vous avez besoin. Donc, déjà, c'est le premier tableau qui va vous dire je stoppe, je continue, j'ai besoin de 200 000, j'ai que 1 000 euros. C'est peut-être pas suffisant. Alors effectivement, c'est la question qu'on nous pose régulièrement, c'est quel pourcentage d'apport il faut. Donc on s'est tous à peu près mis d'accord effectivement sur 20%.
Mais pour autant, il y a des projets qu'on accompagne avec 10 ou 15% d'apport, et il y a des projets qu'on n'accompagne pas qui ont 40% d'apport, parce qu'on n'y croit pas. Voilà, clairement, on n'y croit pas. Alors après, attention, hein, tant que ce ne sera pas une machine qui décidera, tant que ça sera un être humain qui décidera, eh ben, il y a une part enfin, on peut se tromper sur la décision et voilà, clairement, ça nous est arrivé, ça m'est arrivé de ne pas croire à un projet à tort parce que ça a marché et à contrario, ça m'est arrivé aussi de croire à des projets qui n'ont pas fonctionné pour plein de raisons. Donc c'est vrai que ce pourcentage d'apport, il est important et quand vous sentez effectivement que c'est ça qui peut être un petit peu problématique, eh ben, il y a des éléments tels que des prêts d'honneur qui permettent de... Alors ça reste, c'est pas de l'apport, hein, parce que qui dit prêt d'honneur, derrière prêt d'honneur, il y a prêt. Et derrière prêt, bah, il y a remboursement. Hein, c'est un peu comme le PGE, le prêt garanti par l'État, où beaucoup de professionnels qui ont souscrit à des PGE ont oublié que le P du PGE, ça voulait dire prêt. Et qu'à un moment donné, il faut le rembourser. Donc ces prêts d'honneur permettent quand même de diminuer l'emprunt bancaire et du coup de maximiser un petit peu votre projet. Deuxième tableau important, le compte de résultats prévisionnel. Donc là, ça permet vraiment de définir l'activité réelle de l'entreprise. Quel chiffre d'affaires je vais faire? Quelles sont les charges de mon entreprise? On a les charges variables, les charges fixes, électricité, loyer, les charges de personnel. Est-ce que je me prends une rémunération? Quelles sont mes charges sociales? Est-ce que j'ai besoin de salariés? Et pour, à la fin, arriver à un résultat. Du coup, est-ce que le chiffre d'affaires prévu en enlevant les charges, est-ce que du coup, l'entreprise peut être viable avec un bénéfice et un résultat qui me permettent de rembourser l'emprunt? Sur ce tableau, compte de résultat prévisionnel, le point le plus important, à chaque fois, cette question est posée, comment vous avez construit votre chiffre d'affaires? Ça, c'est dans vos dossiers un point important. Donc, ben voilà, voici mes gammes de produits et de services, voici mes tarifs que je mets en face. Par rapport à la recherche de concurrents que j'ai fait, je peux faire tant de clients par jour, par semaine, etc. Ça me fait un chiffre d'affaires mensuel, etc. Voici mes différents chantiers avec mes tarifs. Allez, si je fais 2-3 gros chantiers par an, quelques moyens, etc., je les mets mois par mois, voilà comment j'arrive à un chiffre d'affaires, etc., etc. Bon, c'est pas le but de cet atelier de rentrer dans le détail du prévisionnel, mais le point important, c'est le chiffre d'affaires, comment je l'ai calculé. Ensuite, alors après, il y a différents tableaux, hein, il y a un seuil de rentabilité, le chiffre d'affaires minimum qu'il faut faire, etc. L'autre tableau important, c'est la trésorerie prévisionnelle. Là, c'est une trésorerie. La trésorerie prévisionnelle, c'est mois par mois. Quel chiffre d'affaires? Donc, c'est la réalité mois par mois. Qu'est-ce que j'encaisse? Qu'est-ce que l'entreprise encaisse? Qu'est-ce que l'entreprise décaisse tous les mois? Et quelle trésorerie il me reste sur mon compte bancaire à la fin de chaque mois? Ça, c'est un point important où c'est souvent... Alors, des fois, c'est bâclé, même par les cabinets comptables. On prend, comme l'a dit Jean-Christophe, on prend le chiffre d'affaires annuel et puis on le divise par 12 et ça fait un chiffre d'affaires mensuel, etc. Non, un tableau de trésorerie, ça se travaille. Au démarrage, est-ce que j'ai des travaux? Ça va être compliqué au démarrage. Est-ce que je vais avoir des mois faibles, des mois forts, etc. Donc on va travailler le plan de trésorerie mensuellement, au moins la première année. Ça, c'est très important. Ça vous permet de calculer le besoin de trésorerie, le besoin de fonds de roulement dont on a besoin au démarrage. Donc ça, si c'est mal fait, votre besoin de fonds de roulement, il sera mal calculé. Et puis des tableaux annexes, je vous ai parlé, seuil de rentabilité, hein, c'est le chiffre d'affaires minimum qu'il faut faire. Donc vous avez votre chiffre d'affaires que vous avez fait, vous allez le définir en nombre de clients et panier moyen. Et après, vous allez faire la machine arrière. Voilà quel chiffre d'affaires minimum il faut que je fasse pour être au moins rentable et au moins me prendre le revenu que j'avais espéré. Et pareil, avec ce chiffre d'affaires minimum qu'il faut faire, vous allez le dégager au client. Voilà, j'estime, moi, faire 50 clients par semaine. Mon seuil de rentabilité, il est à 35 clients par semaine. Avec ça, je suis au moins rentable. Donc tout ça, c'est des tableaux que vous allez construire avec votre cabinet comptable. Donc, dans la construction de votre prévisionnel, surtout, c'est la prudence qui est de mise, de ne
pas rendre trop optimistes vos chiffres. Comme je l'ai dit tout à l'heure, un prévisionnel, on peut le faire, on peut faire tout ce qu'on veut dans un prévisionnel. On peut mettre un très gros revenu, un très gros chiffre d'affaires. C'est la cohérence. Donc après, les chambres consulaires, les cabinets comptables ont des chiffres du métier pour connaître les moyennes de chiffre d'affaires que par typologie d'activité. On va savoir qu'un plombier, il va en moyenne la première année faire tel chiffre d'affaires. Donc voilà, on va voir que cette activité, ce commerce, là où il est placé, on a quelques clients dans le domaine, il faut en moyenne tel chiffre d'affaires. Donc voilà. Donc bien sûr, on vous aide, on travaille ensemble sur des paniers moyens, des nombres de clients, mais on va le travailler aussi par des statistiques des différents métiers qu'on a pour voir si c'est cohérent avec la réalité des choses. Si dans votre prévisionnel, vous avez un chiffre d'affaires assez fort, en face, le banquier, il a plein de clients dans le même domaine. Donc il va regarder les bilans, il va regarder est-ce que c'est cohérent par rapport à mes autres clients. Si on voit que dès le début, il fait très fort, ça peut être un peu compliqué. Donc voilà, mesurer le chiffre d'affaires. Il faut savoir vendre votre projet, ça c'est très important, mais il faut aussi être prudent. Si avec cette prudence ça passe, on a mon salaire, on rembourse l'emprunt, il me reste une petite trésorerie à la fin, ça suffit. Alors, et pour terminer, donc on va s'attarder un petit peu sur les avantages, les inconvénients et quelques bonnes pratiques. Alors, on commence par les inconvénients. Premier inconvénient d'un business plan, il peut ne pas être lu en entier par les destinataires. Alors, quand on dit peu, c'est notamment lorsque les business plans font 100 pages. Je caricature, mais voilà. Donc, ou même 50 ou 60 pages. Ou même 50 ou 60, voilà, tout à fait. D'où l'intérêt, effectivement, d'être synthétique. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans la constitution du business plan, il y avait au tout début, en fait, 2-3 pages qui résument un petit peu ce que vous allez dire après. Mais dans ce que vous allez dire après, voilà, il ne faut pas que ça fasse non plus 50 pages. Il faut que ce soit entre 20 et 30 pages, pas beaucoup plus, parce que sinon, effectivement, le risque, c'est qu'il ne soit pas lu, ce qui serait dommage. Pas assez vivant, également, clairement. On l'a dit aussi tout à l'heure, il ne faut pas que ce soit un document purement comptable. Il faut que vous y ameniez du vécu, de la pratique, du terrain. Intégrer des photos aussi, surtout quand vous êtes sur des commerces, même si le commerce n'est pas encore créé, mais essayez de trouver des photos d'ambiance que vous souhaitez y mettre, des photos du local, pareil, ou même quand vous êtes sur de l'artisanat, des photos de réalisations que vous avez déjà faites. Certaines personnes ont une mémoire visuelle, veulent voir ce que vous avez fait, ou ce que vous mettez des photos, ça c'est super important. Alors quelquefois, l'horizon peut être aussi un peu lointain, donc du coup une faible fiabilité perçue des informations. Et oui, un business plan, ça se travaille, donc oui, effectivement, il faut y passer du temps. Donc c'est une charge administrative qui quelquefois est considérée comme étant trop longue, mais pour autant c'est indispensable. Donc voilà, faites-vous accompagner de manière à le construire si vous sentez que vous n'êtes pas trop à l'aise sur le sujet. Alors, les avantages, et là il y en a quand même beaucoup plus que des inconvénients, donc clairement c'est d'abord un outil de gestion et de projet d'entreprise, avec une focalisation sur l'objectif principal, les moyens d'y parvenir, un prévisionnel, une base de comparaison, de suivi des objectifs. Oui, c'est important, parce qu'effectivement c'est important de faire un point au bout de 6 mois et de se dire, tiens, par rapport au prévis que j'avais fait, où j'en suis? Est-ce que l'activité est au rendez-vous? Est-ce que la marge brute est au rendez-vous? Est-ce que le niveau de masse salariale est au rendez-vous? Donc c'est important de le faire vivre, ce prévisionnel. Ce prévisionnel, il n'est pas destiné qu'au démarrage et ensuite à être mis dans un tiroir. Non, il faut vraiment le faire vivre, ce prévis. Ce sera votre tableau de bord, une fois que vous êtes créé. Le plan de trésorerie, j'avais prévu tel chiffre d'affaires mois par mois. Voilà, qu'est-ce que j'ai réalisé par rapport à ce que j'avais prévu? Et du coup, si ce n'est pas ce que j'avais prévu, qu'est-ce que je vais faire pour pouvoir y remédier, donc c'est assez important. Ensuite, c'est un outil analytique donc qui permet de passer en revue les principaux facteurs clés de succès. Et enfin, donc un outil de classification du projet. Donc, comme on vient de le dire, ça permet de voir un petit peu où on va. Ça permet de structurer sa démarche aussi, clairement. Et c'est un support, qui va vous servir en fait
dans votre vie d'avant-projet, mais aussi au démarrage du projet. C'est un outil de com. Voilà, clairement, ça permet d'être crédible, de préparer vos arguments de vente, puisqu'en fait, en le faisant, vous allez vous rendre compte, tiens, ce point-là, il faut peut-être que je le travaille un peu plus. Ça vous permet aussi d'anticiper les questions que vous allez avoir. Clairement, la meilleure façon de convaincre les autres, c'est d'abord d'être convaincu de son projet. Alors, pas jusqu'au boutiste, mais voilà, il faut que vous soyez convaincu de votre projet et que votre projet il va marcher et que vous y mettez tous les éléments pour que ça fonctionne. Il faut vendre votre projet. Hein. Allez en rendez-vous de présentation de projet sur les organismes d'aide ou chez des financeurs. Voilà, je suis là pour vendre, pour qu'ils puissent adhérer à mon projet. Hein. N'y allez pas, de toute façon c'est encore une présentation de plus. Non, hein, c'est un exercice important quand vous serez après devant vos clients. Donc c'est un outil qui permet de valider le modèle économique également et un outil de planification, donc avec un document dynamique, actualisé, comme je l'ai déjà précisé, et un business plan, voilà, il doit être vivant et le plus près possible des problématiques terrain. Et enfin, donc pour terminer, on a essayé de lister, alors cette liste n'est pas exhaustive, mais voilà, quels seraient les facteurs clés de succès d'une entreprise. Donc on a déterminé 4 points. Donc d'abord le secteur d'activité. Oui, c'est important. Quel est votre secteur d'activité et surtout comment il se porte aujourd'hui. Ensuite, l'expérience du dirigeant, votre expérience dans ce domaine d'activité. Donc là, il y a deux cas de figure. Soit votre expérience antérieure en tant que salarié, finalement, le fait de vous installer, c'est une suite logique de ce que vous avez déjà fait. Ou au contraire, c'est une reconversion pure et dure, où là, il faut que vous montriez tout ce que vous avez mis en œuvre pour aboutir sur ce nouveau projet de vie. Et là, du coup, si technique est un peu moins fort, il va falloir axer sur la gestion commerciale. Là, il faut que le business plan il soit nickel, votre plan stratégique commercial soit important, la partie gestion, une bonne connaissance, si la partie technique est un peu plus faible. Troisième point, l'ambition du projet et notamment le fait de maximiser l'apport initial. Donc ça, c'est pour dire qu'un projet pro, en fait, ça se prépare sur plusieurs mois. Quelquefois, ça se mûrit sur plusieurs années. Et pendant ces mois, pendant ces années, c'est l'occasion aussi de maximiser votre apport et de montrer aussi aux différents intervenants que vous croyez en votre projet et vous y croyez tellement que voilà, vous y mettez de l'apport et vous ne demandez pas qu'aux banquiers de vous suivre avec un apport autour de 1 000 €. Et enfin, autre facteur clé, les appuis financiers. Alors, j'aurais tendance même à dire les appuis tout court, c'est-à-dire qu'on se rend compte qu'une des clés de succès également, c'est l'accompagnement. Donc, soyez accompagnés, ne restez pas seul sur votre projet, confrontez-le, et plus vous le confronterez à des personnes, plus vous le mûrirez et plus il aura de chances de fonctionner. Il y a plein d'organismes qui existent d'accompagnement et de conseils sur les projets. Donc, vraiment, faites-vous accompagner. Un créateur, quand il vient nous voir, il dit non, je ne savais pas que ça existait, la chambre de commerce ou la boutique de gestion ou la chambre de métier. Ah non, je ne suis pas encore allé les voir. Ça, c'est important faites-vous accompagner en termes de conseils. C'est un point important. Voilà, on est au bout, donc il reste un petit temps d'échange si vous avez quelques questions sur ce qu'on vient de se dire. Est-ce qu'il y a des questions? Je peux faire passer le micro si vous voulez. C'est souvent la première qui est difficile à poser. Ah, il y a une question là-bas. Hop. Merci. Bonjour, merci pour votre intervention. Moi, j'aimerais savoir, au vu des taux actuels, s'il n'est pas préférable de mettre un maximum d'apport personnel, voire entièrement. C'est une question pour moi, ça, je pense.
Alors oui, les taux effectivement n'ont rien à voir avec ceux qui étaient pratiqués jusqu'à même il y a un an. Pour autant, je ne suis pas partisan de mettre la totalité de son épargne dans son projet pro, parce qu'il faut toujours en garder. Donc oui, il faut de l'apport, clairement, sur un projet, minimum 20%, c'est ce qu'on dit. Mais pour autant, il faut quand même faire un emprunt, parce que ça permet justement de garder de l'épargne de précaution. On ne sait jamais, vous pouvez en avoir besoin, soit à titre privé, soit à titre professionnel, pour réinjecter à un moment donné dans l'entreprise. Donc oui, maximiser l'apport, mais oui aussi pour un prêt bancaire, même si effectivement les taux ne sont pas les mêmes qu'il y a un an. Les taux étaient très très faibles il y a quelques années. Là, si on peut revenu, ça reste encore raisonnable. Et moi, je conseille à chaque fois fortement de vraiment garder de l'apport. Et on a souvent des créateurs qui viennent nous voir, moi je peux financer 80 ou 60%. Je dis non, emprunter, apporter plutôt 30% d'apport. Et l'argent, vous le gardez en cas de pépin, justement, en cas de trésor, en cas d'un nouvel investissement, vous avez ce nouvel apport. Et notamment, les banquiers vont vous demander, du coup, est-ce que vous avez mis de l'apport de côté au cas où? Et donc, voilà, on finance sur 7 ans, c'est l'entreprise, c'est inclus dans les charges, etc. Et il vaut mieux emprunter. Est-ce qu'il y a une autre question? Bonjour, est-ce que vous pourriez nous donner des activités ou des secteurs à risque et inversement des secteurs porteurs actuellement? Je ne sais pas si vous parlez de secteur à risque, mais il y a des points d'attention. J'ai parlé du secteur immobilier aujourd'hui. Bon, on entend, enfin, de toute façon, il ne faut pas être banquier pour savoir que c'est compliqué. Donc voilà, c'est un secteur qui souffre aujourd'hui et avec une baisse des transactions immobilières. Donc voilà, c'est un secteur sur lequel on fait attention. Traditionnellement, il y a aussi, mais il y a 15 ans, c'était déjà la même chose, c'est toute l'activité, ce qu'on appelle CHR, donc café, hôtel, restaurant, parce que effectivement, alors c'est un secteur qui a souffert beaucoup de la crise sanitaire. Certains restaurants ont retrouvé leur niveau d'avant, mais pas tous, notamment les restaurants qui bossaient beaucoup le midi, parce que la crise sanitaire en fait a fait que le télétravail s'est développé dans beaucoup d'entreprises. Il y a eu cet aspect-là. Il y a eu aussi ce que moi j'appelle l'effet gamelle, c'est-à-dire que pendant que les restaurants étaient fermés, les salariés en fait ont pris l'habitude d'amener leur gamelle le midi pour manger sur leur lieu de travail, parce qu'ils n'avaient pas le choix, parce que les restaurants étaient fermés. Et du coup, ils se sont rendus compte que ça coûtait beaucoup moins cher que d'aller au restaurant. Et du coup, cet effet gamelle, il perdure aujourd'hui. Donc voilà, il y a certains secteurs, notamment du midi, qui n'ont pas retrouvé leur niveau d'antan. Et puis, il y a des problématiques de personnel aussi, mais qui existaient déjà avant la crise sanitaire, mais qui a été accentuée par la crise sanitaire, parce que là aussi, pendant la crise sanitaire, il y a certains salariés de la restauration qui se sont dit, tiens, au final, ne pas bosser pendant les heures de repas, c'est pas mal. Ne pas bosser le week-end, c'est pas mal. Et du coup, les gens certains salariés en fait se sont détournés du secteur de la restauration pour entamer une reconversion professionnelle dans un autre secteur d'activité. Les secteurs d'activité porteurs, c'est la partie service. Service aux entreprises, service aux personnes. Depuis quelques années, c'est des activités qui se portent bien. Pas d'autres questions? Écoutez, merci. Merci beaucoup. Et on se tient à votre disposition, donc Emmanuel et moi, sur nos stands respectifs. Si vous avez des questions aussi, vous pouvez venir nous voir.